Bonjour Emmanuel Vallon, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Mais oui, Bonjour. très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. On est très honorés de vous recevoir ce matin. Euh, tout le monde vous entend et vous voit bien, donc on va pouvoir lancer l'intervention. On a à peu près 30 minutes avec vous et puis ensuite 10 à 15 minutes d'échange avec la salle. On vous garde jusqu'à midi à peu près, si ça vous va. Ça me convient tout à fait. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes professeur de sociologie politique à l'université Paris-Nanterre, membre de l'unité de recherche Histoire des arts et des représentations. Vous êtes spécialisé dans l'étude des politiques culturelles et dans l'analyse des rapports entre les arts et les pouvoirs à l'époque contemporaine. Vous êtes membre des comités de rédaction de nombreuses revues, l'Observatoire, Nectar, Études théâtrales, la Revue d'histoire du théâtre et membre du comité d'histoire du ministère de la Culture. Parmi vos récents ouvrages, on peut citer Scènes de la critique, les mutations de la critique dans les arts de la scène en codirection avec Laurent Martin et Vincent Martini, et Les années longues, une histoire des politiques culturelles, qui est un ouvrage collectif à paraître en mai, c'est ça? Non, c'est l'inverse, Ah, c'est-à-dire que c'est Les Années l'inverse. Langues a été co-dirigé avec Laurent Martin et Vincent Martini. En effet, va sortir tout début mai, donc pile pour les 40 ans de l'alternance droite-gauche des années 80. 80. Et l'ouvrage précédent est sous ma direction personnelle sur la question de la critique dans les arts de la scène. Ok, bon, j'ai Mais fait un très joyeux important. mélange, quoi. Alors, ce matin, vous allez nous parler, enfin, votre intervention est titrée Déployer les 4 dimensions de l'expérience esthétique. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez par là, Emmanuel Vallon? Bien, c'est en tout cas très différent de l'expérience à la fois physique, technique et esthétique que je viens de vivre dans le couloir d'attente avant d'entrer dans cette réunion, avec la difficulté qui est encore la mienne au moment où je vous parle, de vous voir, de vous sentir, de vous entendre bien, de percevoir dans l'ensemble de ces dimensions les possibilités de la rencontre à laquelle vous me conviez. Mais je vais commencer quand même par vous en remercier et remercier aussi Aline Revirio, l'IDEM Collectif, Stéphane Hernandez pour Artis et l'équipe de l'Espace des Arts avec notamment Thierry Pidiot pour votre accueil. Mais ce rapport présentiel-distanciel avec lequel nous jonglons aussi à l'université, il nous renvoie au débat sur essentiel, non essentiel, qui anime l'ensemble du monde du spectacle vivant et au-delà de tous les champs de la culture depuis le premier confinement. Essentiel, le mot n'est pas seulement à entendre au sens d'indispensable, mais plutôt au sens d'essence. C'est-à-dire que la relation intersubjective est consubstantielle au développement humain, pour le nourrisson comme pour le vieillard. Hein. On le voit d'ailleurs aux conséquences délétères de la pandémie pour les enfants qui sont privés d'école ou pour les personnes âgées qui sont privées de visite à l'EHPAD, avec toutes les conséquences en termes psychologiques, voire psychiatriques, voire même de diagnostic vital pour ces derniers qui peuvent en découler. Donc la pratique artistique, et j'entends par pratique pas simplement l'atelier de théâtre, de danse, de cirque ou d'autres disciplines, non, même celle du spectateur, elle n'est pas à défendre seulement comme une consommation nécessaire à la reproduction de la force de travail, mais comme une immersion vitale dans un bain d'intersubjectivité et d'affectivité. À la limite, là, nous avons en ce moment un entretien face à face, par écran interposé. Il faudrait, pour rendre compte de l'expérience esthétique, celle que permet toute pratique artistique, parler plutôt d'entre-lien, une exposition réciproque plutôt qu'une commutation, ou si vous préférez,
une intermédiation plutôt qu'une simple interconnexion. Voilà, alors imaginez la double peine pour mes étudiants en art du spectacle, hein, qui sont à la fois privés de l'objet de leur désir, qu'est le spectacle, et du lieu de la pensée qu'est l'université. Mais évidemment, j'ai d'abord en tête ce que vivent les artistes, les techniciens, les administrateurs, les médiateurs, et tous ces mots à décliner évidemment aussi au féminin, du monde du spectacle, qui sont aujourd'hui non seulement empêchés de travailler et de rencontrer des publics, mais même de se projeter un tant soit peu dans l'avenir, y compris immédiat. Alors, j'ai appelé cette prise de parole les 4 dimensions de l'expérience esthétique, parce que en cette période de mise à distance forcée, c'est vrai qu'on a tous tendance, quel que soit le côté de la scène où l'on se trouve, ou le côté de la salle ou des coulisses ou des bureaux d'une entreprise de spectacle, d'invoquer le caractère imprescriptible de la rencontre, c'est-à-dire ce cœur même de la mission du spectacle vivant. Alors, ce n'est pas très original de le faire, mais il faut le rappeler aux autorités publiques régulièrement. Encore faut-il savoir de quoi nous parlons et peut-être pas se contenter de demander que les spectacles sur lesquels tant de travail a été consenti puissent être présentés dans des boîtes noires aux yeux d'un public désormais clairsemé. Non, il faut peut-être aussi assumer les 4 dimensions, en prendre la mesure, les 4 dimensions de cet exercice de l'échange, auquel nous appelons et rappelons des spectateurs qui sont pour le moment certes confinés, mais surtout connectés eux aussi sur leur canapé, dans leur salon ou dans la chambre à coucher. En effet, pourquoi 4? Parce que on a l'habitude de penser, par opposition aux 2 dimensions spatiales de l'écran, l'abscisse et l'ordonnée, à la 3e coordonnée, qui est celle de la profondeur, et donc de voir le spectacle en relief. J'ajouterais, si on s'en tenait uniquement à ce plan géométrique, qu'il faudrait ajouter la variable de la durée. Hein. Le temps d'ailleurs de la représentation n'est pas un temps ordinaire, ce n'est pas un temps linéaire, comme celui, vous savez, qui s'imprime au bas de nos écrans quand nous visionnons une vidéo suite à une captation dans un théâtre ou d'un film ou d'un épisode d'une série. Nous avons la possibilité à chaque instant de voir le point de déroulement mathématique de ce temps où nous nous situons, de l'interrompre pour se lever, pour aller boire un verre ou satisfaire un besoin naturel ou échanger avec une autre personne. Et nous reprenons cette durée intangible qui n'a été modifiée que par notre intervention, mais qui est donnée une fois pour toutes. Non, l'espace de la représentation est malléable en fonction de la scénographie. Il peut être ouvert sur l'extérieur ou mis en cercle dans un chapiteau de cirque, mais la durée est encore plus variable. On l'a subie et on l'accepte, on est enveloppé par elle, et c'est déjà un des éléments de perte de contrôle volontaire de la part du spectateur qui est prêt à ressentir aussi bien le risque de l'ennui que l'excitation de l'accélération, de la précipitation du temps dans des événements dont la trace se prolongera longtemps après. Donc, si on considérait simplement
l'espace et le temps, on aurait déjà 3 plus une dimension, ça ferait 4. Mais je vais considérer que l'espace est un ensemble de données, que le temps en est un autre, et donc il me manque encore 2 autres dimensions pour déployer toute l'intensité de l'expérience esthétique. La première, ce que j'appelle la densité des présences. Alors, les artistes qui sont dans la salle ici, à l'Espace des Arts, ou qui nous écoutent et peut-être regardent aussi à l'écran, savent bien ce que cela signifie, de même que tout amateur de danse, de théâtre, d'art du cirque ou de la rue, c'est-à-dire que il y a dans le ressenti du spectateur quelque chose d'assez difficile à appréhender par des outils traditionnels de l'intellection et qui a à voir avec l'émotion, bien entendu, causée par la mise en face, par la mise en présence, ce qui amène parfois à considérer que le spectacle vivant, c'est du pur présent. Présent au sens du temps comme présent au sens d'être là. Donc les philosophes viennent à notre secours pour parler peut-être de la notion d'être là, donc la sensation d'être présent au temps, présent au monde qui nous est donné par le fait que les autres aussi y sont. Et quand je parle des autres, je ne parle pas que des interprètes sur la scène, je parle aussi, ou dans la fosse d'orchestre, je parle aussi, bien entendu, des autres spectateurs. Et c'est là qu'intervient la seconde dimension. Et donc, si vous avez bien calculé, 2 plus 2 égale 4, la quatrième avec l'espace, le temps et la présence, à savoir l'interaction. Et l'interaction dans toutes les variétés qu'elle permet, c'est-à-dire non seulement tout ce qui a précédé la venue au spectacle et qui est fait d'influences réciproques, de prescriptions données par des amis, des parents, des professeurs, des critiques, mais également les interactions qui commencent à se déployer à la fois sur un plan cognitif et sur un plan sensoriel lorsque nous entrons dans une salle de spectacle ou dans une aire de jeu ou de représentation, que ce soit un chapiteau ou une place publique. J'ai écrit récemment dans une préface à un ouvrage sur la sociologie des publics du Théâtre de la Colline à Paris que, en entrant dans une salle, le spectateur, quelle que soit sa profession et sa formation, se fait automatiquement un petit peu sociologue. Il dévisage, il ou elle d'ailleurs, puisque la majorité des spectateurs sont souvent des spectatrices, commence à évaluer si c'est son monde ou le monde qui est là assemblé dans la salle. C'est une immersion dans la société, ou plutôt dans un échantillon non représentatif, mais hautement symbolique de celle-ci. Donc, ces interactions, elles vont évidemment se prolonger et s'intensifier durant le spectacle, parce que les plafonniers soient allumés ou non, quelle que soit la capacité qu'on a de voir les autres spectateurs, on les sent, on les entend remuer, rire ou se recroqueviller dans leur fauteuil, et bien entendu, toutes les interactions qui vont suivre, que ce soit la discussion au bar du théâtre, que ce soit cette station prolongée, parce qu'on a du mal à se quitter et à dissiper toute l'émotion sur les marches du théâtre, que ce soit après, quand on y revient. Ce qui est frappant, c'est que
lorsque l'on interroge les spectateurs longtemps après la pièce sur ce qu'ils ont vécu, quand on essaie de comparer par exemple le jugement des critiques qui ont écrit dans la foulée même du spectacle et celui des spectateurs que on va interroger dans des panels 10 jours ou 20 jours après, on se rend compte qu'ils associent presque toujours au contenu et aux formes même du spectacle tout ce qui est venu avant, pendant et après pour l'envelopper. Euh, il en va d'ailleurs ainsi des circonstances historiques, du lieu géographique. Hein. Lorsqu'on revient, comme l'a fait une chorégraphe dans une vidéo passionnante, sur les souvenirs de spectateurs qui vinrent à l'Opéra de Paris juste après la Libération pour assister à une représentation du jeune homme et de la mort dans une chorégraphie de Roland Petit, il est absolument fascinant de voir que l'on a autant de témoins divergents, non pas de la pièce, mais en réalité de ce temps de la libération qui était aussi celui de leur jeunesse. Alors, même quand la distance est moins grande, on est bien face à cette variété et cette richesse multidimensionnelle de l'expérience esthétique que l'on n'a pas fini d'explorer de Denis Diderot à John Dewey. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe et sociologue américain John Dewey, qui a écrit beaucoup sur l'expérience esthétique, mais qui n'a trait sur 2 siècles. Il s'agit toujours de mise en rapport. Alors pour Diderot, ce sont des proportions qui, mesurées par le spectateur, qui compare toujours aux parangons, aux critères, aux jalons du beau qu'il possède, permettent de légitimer ou pas la jouissance esthétique. Donc, rapport entre proportions. Mais ce sont aussi, si l'on y songe bien, des rapports entre des souvenirs intimes et des découvertes nouvelles. Regarder un tableau et penser à son référent, qu'il s'agisse d'abstraction ou de figuration. Des rapports entre l'objet et son environnement, entre le spectacle et en tant qu'événement et ses circonstances. Évidemment, le premier concert donné au Bataclan quand ce lieu de spectacle meurtri, ensanglanté à Rouvert, plus d'un an plus tard, était empreint d'une émotion indescriptible qui n'a pas à voir seulement avec les qualités musicales du groupe qui était invité à y revenir. Les rapports entre l'œuvre et ses médiations, puisque nous sommes aujourd'hui dans des établissements culturels comme l'Espace des Arts qui pratiquent toujours, en tout cas quand le public a accès, des bords de plateau, des visites du lieu, des rencontres avec l'auteur, la metteuse en scène ou les interprètes, des ateliers de pratique en lien avec l'œuvre à voir, on sent bien qu'il y a un enchaînement très intime, une concaténation entre le travail de répétition initiale d'une compagnie en résidence, par exemple, le spectacle qui est donné chez les producteurs puis en tournée, et enfin les actions culturelles qui prolongent celle-ci et qui quelquefois la propulsent, la font se projeter au-delà du théâtre dans son environnement. Donc ce sont aussi des rapports entre l'émotion et la connaissance, le savoir et le sensible, comme on l'éprouve souvent quand on mène des ateliers ou qu'on observe des ateliers d'éducation artistique. Le spectateur s'imprègne de tout ce substrat qui fait que le spectacle n'est pas seulement le spectacle, c'est une soirée, c'est une après-midi, c'est une matinée, c'est une sortie,
En fait, c'est même une tranche de vie. Mais, constat important, ces interactions si riches et nombreuses ne se jouent plus seulement dans l'enceinte de la salle du spectacle. Parce que la demande sociale qui est relayée, interprétée, conditionnée, écrite sous forme de convention ou de contrat soumise aux compagnies ou de cahiers des charges des scènes conventionnées, des scènes nationales, des centres de développement chorégraphique, des centres chorégraphiques, des pôles régionaux des arts du cirque, etc. Cette demande sociale est profondément ambivalente aujourd'hui. Elle ne réclame pas seulement des œuvres, elle réclame aussi des actions. Et vraisemblablement, peut-être même plus que des œuvres, car face aux difficultés à atteindre les objectifs de ce qu'on appelle la démocratisation culturelle depuis les années Malraux, c'est-à-dire l'élargissement continu, espéré du public pour qu'il ne soit pas limité à quelques initiés privilégiés. La réponse des pouvoirs publics, mais aussi celle des artistes, ne mettons pas la responsabilité de cette mutation seulement sur le dos des élus ou des fonctionnaires de l'administration culturelle, ça a été de demander au théâtre d'être partout et pas simplement dans ses murs. Il y a 3 mouvements presque qui concourent à ce que dans un article pour la revue Études théâtrales, j'ai appelé dissémination, ou plutôt parce que le terme est également venu de l'apiculture et qu'il est plus joli, essaimage de la proposition théâtrale. Un premier mouvement qui a été de rompre le 4e mur sur le plan esthétique, de lancer des adresses plus directes aux spectateurs, de favoriser les interactions scène-salle, et puis finalement, non pas d'abolir, mais en tout cas de franchir, de surmonter les autres murs, de faire les passe-murailles et d'aller dans la rue, d'aller sur les places, sur les marchés, partout, dans les trains, aux terrasses des cafés et même sur les parvis des supermarchés pour proposer directement aux spectateurs d'appréhender un spectacle. Un deuxième mouvement qui a été celui des constructions d'abris et d'édifices, pour reprendre la distinction d'Antoine Vitesse, un peu partout dans les quartiers, en banlieue et parfois en lointaine périphérie urbaine, voire en milieu rural. Le théâtre n'étant plus seulement ce monument du centre-ville face à la mairie ou concurrençant la cathédrale, mais aussi un lieu de rencontre permis au voisinage de l'entreprise ou du logement. Donc déjà une forme de dispersion du théâtre. Mais le troisième mouvement est le plus déterminant sans doute, et celui qui enjointe à toutes les directions d'établissement, mais aussi aux compagnies, dès lors qu'elles ont une attache territoriale durable par l'intermédiaire d'une convention ou d'une implantation, ou éphémère par le fait qu'elles soient associées à un lieu ou en résidence dans ce lieu, cette injonction d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des quartiers, les écoles évidemment pour l'éducation artistique et culturelle, les collèges et les lycées, mais aussi dans l'hôpital. C'est aujourd'hui en tout cas une demande difficile à mettre en œuvre, mais certainement une promesse liée au pacte de santé qui complète le contrat social aujourd'hui, éventuellement en prison, et puis
de façon beaucoup plus ordinaire dans le centre social, dans la MJC, la Maison pour tous et un petit peu partout. Donc, il faut le reconnaître. Il y a maintenant une dualité de l'offre artistique. Elle n'est pas uniquement condensée dans la proposition d'un programme de théâtre, de danse, de marionnette ou de cirque. Et reconnaître cette dualité, c'est, à mon avis, et cette dissémination sur le territoire de l'offre artistique, c'est un préalable à une nouvelle ère de développement culturel. Alors, ces ères-là, on les proclame tous les 10 ans, en parlant une fois de démocratisation, parfois de démocratie culturelle. Vous noterez que la nouvelle délégation générale créée au sein du ministère pour favoriser les relations avec les publics s'appelle délégation à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle, et qu'elle retire un certain nombre de crédits, de moyens, de personnel et de missions à la direction générale de la création artistique ou à la direction générale des patrimoines de France. Donc, c'est dire que on affirme un référentiel, celui de démocratie culturelle, ou plutôt celui de droit culturel, inscrit désormais dans deux lois, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, et la loi LCAP, liberté de création artistique, architecture et patrimoine, pour garantir que désormais la culture est capable, enfin l'offre culturelle publique est capable de prendre en considération la demande, les besoins des publics les plus éloignés ou les moins préparés de par leur capital social et culturel à s'emparer de l'offre artistique. Il n'empêche que si cette adresse aux spectateurs se réalise en tout point du territoire et en tout temps désormais, eh bien, premièrement, elle se heurte à des difficultés pour les artistes. Vous savez que pour le moment, c'est seulement 70 ou 120 heures parmi les 507 heures qui peuvent être déclarées pour bénéficier de l'allocation chômage des intermittents du spectacle qui peuvent être comptabilisées au titre de l'enseignement, à condition qu'il y ait un contrat en bonne et due forme et dans un établissement dont la vocation est l'enseignement. Bon, ça a été porté pour cette année à 140 heures pour les personnes de moins de 50 ans et à 170 heures pour les personnes de plus de 50 ans. Je serais d'ailleurs partisan que l'on conserve ces quotas élargis, même lorsqu'on sera sorti de la crise pandémique, pour tenir compte de la dualité réelle de la mission des artistes, tout en défendant le fait qu'ils se définissent comme artistes, que cette mission de transmission ou d'éducation, voire de médiation, est directement ancrée dans leur projet artistique et dans leur langage artistique. Mais ce n'est pas le seul problème qui se pose. Il y en a un autre qui me semble un petit peu plus préoccupant, à savoir que répondre sur des terrains différents, dans des lieux séparés, hors du théâtre donc, en lien avec lui, à des demandes sociales spécialisées, par tranche d'âge, par catégorie de population, par quartier. C'est finalement contribuer à cette segmentation des publics, à ce cloisonnement entre les catégories sociales que l'on reproche en général justement à toutes les industries de divertissement en ligne et aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on tend à reproduire une forme d'atomisation des consommateurs, des usagers, des utilisateurs, j'emploie à dessein ces termes plutôt que celui de spectateur, et cela est sans doute encore accentué par la multiplication des guichets de financement. C'est-à-dire que, par exemple, un lieu intermédiaire, une friche, une fabrique, qui justement a pour vocation de mêler les publics et les fonctions et les différents arts dans une approche à la fois
polyvalente, multisectorielle, intersectionnelle, comme on dirait aujourd'hui, peut se retrouver à répondre séparément à une demande venue du réseau des bibliothèques, à une autre qui vient d'un centre social, à une autre qui vient d'une maison d'accueil pour les personnes victimes de violences conjugales, etc., etc. Donc on peut rentrer aussi dans une logique qui semble assez contraire à la vocation toujours affirmée dans ces professions de foi altruistes du secteur subventionné de rassembler les publics. Alors, rassembler, c'est bien, autant que possible, pour le moment dans le respect des gestes barrières, plus tard, on l'espère, dans une plus grande promiscuité, mais pensons aussi croisement, circulation, intermodalité. Les lieux de représentation sont à penser maintenant qu'ils sont fermés, mais pour leur ouverture, comme des lieux de vie, avec une mixité des fonctions et des usages, avec une possibilité d'y venir sans raison et d'y rester capté par l'atmosphère. Des socialisations intergénérationnelles, parce qu'on est emmené par un enfant pour voir la présentation d'une création mêlant des professionnels et des amateurs, ou des socialisations de voisinage, parce que on a des copains du quartier qui ont participé à un atelier et qu'on veut en voir le résultat, mais aussi se confronter à l'œuvre du professionnel qui a encadré l'atelier. Alors, c'est toutes ces raisons qui, et surtout la prévision des débats et des combats qui nous attendent quand les conditions sanitaires permettront à nouveau de faire vivre ces lieux de spectacle, qui m'amène à penser que il ne s'agit pas seulement de demander des dates, des prorogations nécessaires de la durée sur laquelle on peut calculer les heures et les cachets pour obtenir ces droits d'intermittent du spectacle, ou des aides spécifiques ou un accès au chômage partiel pour telle ou telle entreprise culturelle. Non, il faut aussi maintenir la question du jugement esthétique au cœur du débat. Et au cœur du débat le plus matériel, le plus pragmatique sur les solutions qui sont exigées pour sortir de cette crise sanitaire. Parce que finalement, quand on parlait d'essentiel tout à l'heure, ce qui compte, c'est que les expériences qui sont proposées, qu'elles se déroulent dans un édifice dédié, qu'elles prennent place dans des établissements au contraire voués à d'autres fonctions, comme un collège ou comme un établissement pénitentiaire, ou qu'elles se répandent dans la rue ou qu'elles se logent chez les particuliers, comme quand on fait du théâtre à domicile. Ces expériences doivent avoir des conditions de réalisation et de perception qui excèdent les capacités de captation. Et quand je parle de captation, je parle autant de celle des dispositifs techniques, cette fameuse caméra frontale qui est bien impuissante à englober tout le spectacle ou la répétition d'une compagnie qui ne dispose pas de techniciens et de matériel adapté pour faire une vraie captation professionnelle, et même les dispositifs sophistiqués de la captation professionnelle de l'Opéra de Paris d'aujourd'hui, que vous pourrez peut-être voir en ligne ce soir, le Faust de Gounod, avec je ne sais trop combien de caméras et d'équipes mobiles. Mais je pense aussi à excéder les capacités de captation de l'appareil sensoriel. Proposer des expériences qui débordent, qui excèdent. Alors, qui débordent d'abord la définition d'un sens préexistant, qui diffèrent la formulation des opinions, ne permettent pas de tout de suite lever le pouce
ou la petite main électronique ou le baisser pour dire que c'est bon, qu'on like ou qu'on déteste, euh, qui se démarque aussi de la représentation à distance, ce qui n'implique pas de l'exclure. Beaucoup d'entre vous, sans doute, êtes passés maître ou maîtresse dans l'art d'inclure des écrans sur le plateau et de creuser la dimension de la représentation par le relais de la vidéo, conçu comme un analyseur, un instrument d'interrogation de la représentation physique elle-même. Sauf que quand on pense à la représentation à distance, même l'excellente captation professionnelle, dans sa réception, elle est premièrement aplatie. On retourne non pas aux 4 dimensions que j'évoquais tout à l'heure, mais à 2 dimensions, abscisse et ordonnée. Elle est domiciliée, ça se passe chez moi, sur mon canapé ou dans mon bureau. Elle est contrôlée par des dispositifs qui sont hors d'atteinte de l'usager. C'est par exemple ce qui m'a, et que les techniciens qui sont mis au service de notre rencontre ne le prennent pas mal, ce qui m'a empêché par exemple d'entendre mon ami Xavier Dupuis tout à l'heure et votre dialogue avec lui, parce que le dispositif, j'en suis un élément, mais je n'en suis pas un acteur. Hein. Et puis, surtout, cette perception, elle est individualisée et elle propose un jugement instantané. Songez à vos propres attitudes lorsque vous regardez une série à la télévision avec compagnons, compagnes, enfants, parents, voisins, quiconque. Eh bien, comme lorsque vous regardez un match de foot ou que vous suivez les résultats des élections municipales à la télévision, vous avez tendance à partager dans l'immédiateté vos émotions, à tout de suite donner votre jugement, à proposer une interprétation, à même anticiper sur ce qui va se passer, ce qui va se dire. Ce jugement instantané, il manque du creusement de la distance qui fait partie pourtant de cette mise en rapport propre au jugement esthétique. Donc, pour finir, parce que j'aimerais qu'il y ait débat entre nous, puisque j'appelle à une intersubjectivité, je vais essayer d'y prêter, je dirais que les expériences qui sont proposées dans les lieux de vie que sont les théâtres et qui sont proposées par les artistes et par les compagnies n'excluent aucunement tous les usages que permet la connexion à distance et la captation par des caméras, à condition évidemment de les mettre à leur service, mais qu'elles doivent, ces expériences, toujours permettre un vertige, le vertige du sujet incapable dans l'instant même d'ordonner, de contrôler, de hiérarchiser, de fixer et finalement de qualifier l'ensemble des messages et des sensations, l'ensemble des émotions et des éléments d'information reçus à travers son système nerveux et l'ensemble de son appareil sensoriel. Cela n'est pas une question simplement de concurrence avec les industries du loisir qui sont en plein développement et qui se nourrissent, je devrais dire même qu'elles dévorent tous les espaces qui leur sont concédés aujourd'hui, des GAFAM à Netflix en passant par toutes les autres plateformes, tous les espaces qui leur sont concédés aujourd'hui par la fermeture des lieux de rencontre et des lieux de culture que sont les musées et les établissements de spectacle. Le moyen de lutter contre cette concurrence inexorable n'est pas de se plier à ces formes,
elle est de les subvertir, de les déjouer et d'en proposer par le jeu de la représentation et par le travail des artistes et par cette forme de pensée en acte, de recherche en forme qu'est leur art, une analyse, une interrogation, enfin bref, une mise en crise. Mettre le spectateur en vertige pour lui permettre de mobiliser toutes les facultés de son jugement dans la relation, et ce, pour ne pas être simplement soumis aux conditions de la crise sanitaire, mais surtout de la crise du sens dont les industries de divertissement se nourrissent ou se repaissent volontiers. Voilà, merci de votre écoute et surtout, ouvrons largement la discussion. Merci beaucoup Emmanuel Vallon. Je crois qu'on arrive à peu près à la même conclusion qu'avec Xavier Dupuis tout à l'heure, peu ou prou. Merci beaucoup. La parole est à la salle. Oui, il faut déjà applaudir M. Vallon. Est-ce qu'il y a des questions parmi l'audience? Oui. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir ou de poser une question à Emmanuel Vallon? Pour l'instant, non. Si. Celui de... Eh. Alors Patrice arrive avec le micro, ici en bas de la salle. Merci. C'est vous? Merci beaucoup. Je ne sais pas où je dois regarder, du coup, c'est un peu déstabilisant, mais je pose quand même ma question. Voilà. Je suis Camille Prost, du coup, fondatrice d'un cabinet de conseil qui s'appelle Calamus Conseil, qui accompagne les musiciens, enfin, surtout les acteurs du monde de la musique. Je voulais juste, du coup, revenir sur la question de l'expérience des choses en ligne, enfin, du spectacle vivant en ligne. Il me semble quand même qu'il y a une... Il y a en fait plusieurs dimensions au milieu de toutes les offres qui sont proposées aujourd'hui et qu'elles modifient considérablement l'expérience qu'on en a, notamment quand il s'agit d'un opéra qui a été capté, filmé par des professionnels, où on a une vraie dimension esthétique. En fait, on a presque une double dimension esthétique. On a le spectacle en tant que tel, mais qui est capté aussi de manière artistique, qui en fait vraiment un produit fini, qui peut, moi qui m'émeut quand je pratique ça, et qui est quand même extrêmement différent de tout ce qu'on voit, notamment sur les réseaux sociaux, les captations qui sont faites avec très peu de moyens, dans des contextes qui ne sont pas toujours optimaux. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas niveler toutes ces expériences-là. Il y en a qui peuvent vraiment être de l'ordre de l'expérience artistique et qui ne sont pas simplement une sorte de substitut. Et à l'inverse, d'autres qui, effectivement, sont presque du côté d'une forme de consommation qui, moi, me gêne un peu pour un certain nombre de raisons. Donc voilà, c'était peut-être pour éviter de niveler et de ne faire qu'une expérience globale de ça, alors que finalement, il y a une diversité et une richesse incroyable dans ce qui est produit aujourd'hui pour essayer de pallier à cette crise. Voilà, merci. Camille, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Vous savez, je suis aussi un spectateur de cinéma. Et quand on est au cinéma, surtout quand c'est plongé dans une salle obscure, on vit une expérience esthétique multidimensionnelle. Et bien évidemment, il existe non seulement d'excellents films ou d'excellentes captations d'œuvres jouées sur les plateaux, en musique, en théâtre, en danse, on peut en bénéficier. Mais j'attire quand même, je vais juste prendre un exemple sur une plateforme spécialisée hier
mais je crois que c'est encore possible aujourd'hui. Vous pouvez voir un formidable travail mené sur la relation entre Staline et Shostakovich, joué, mais aussi pensé dans la lumière, dans le cadre d'une scénographie adaptée à la captation audiovisuelle. Donc tout ça est absolument possible. Simplement, attention à 2 points. Premièrement, le jeton de participation à une captation aussi sophistiquée est très cher. C'est-à-dire que si l'on introduit une nouvelle barrière de sélection qui impose finalement à des entreprises de spectacle de se transformer en entreprises de production audiovisuelle, beaucoup n'y résisteront pas et n'en auront pas les moyens. S'il y a tant de captations qui sont insatisfaisantes, c'est évidemment parce que les moyens, les formations, les techniciens manquent pour les mener, ou en tout cas ne sont pas à portée des compagnies. Deuxième problème, ce qui caractérise les plateformes numériques, toutes les formes de diffusion électronique, c'est évidemment une accessibilité extraordinaire, à la condition d'avoir découvert le produit, à la condition d'y être dirigé par un algorithme ou d'en avoir eu l'intuition grâce à un prescripteur. Bref, ça nous renvoie à ces dispositifs de contrôle de la demande sociale qui sont tellement puissants dans les industries culturelles. Et l'idée qu'un musicien puisse autoproduire une très bonne prise de son et une très bonne prise de vue de sa propre prestation me convient, me satisfait, mais je m'interroge sur le devenir de cet enregistrement une fois qu'il est jeté dans la galaxie des innombrables propositions numériques qui sont offertes. Pour que le spectateur ou le mélomane y accède, il va falloir qu'il soit guidé. Donc on revient sur des problématiques là qui sont beaucoup plus traditionnelles, qui sont celles de la critique, de l'information, de la médiation. Il se trouve qu'un lieu physique permet des choses un peu différentes par le hasard de la rencontre, par la possibilité de faire naître le désir de pénétrer dans un bâtiment, par toutes ces actions de médiation, de proximité qui font qu'on va de proche en proche découvrir quelque chose à quoi on n'avait pas été préparé. Bien sûr, il n'y a pas que les réseaux sociaux et les industries de programmes qui ont l'habitude de sélectionner leurs consommateurs ou leurs usagers sur la base de critères de goût, enfin en fonction de leur profil socioculturel et de leur habitus. Il n'y a pas que les algorithmes pour faire ça. Il y a aussi toutes les mauvaises habitudes qu'on peut prendre de l'entre-soi quand on se contente finalement de s'adresser à des publics déjà repérés et déjà initiés. Mais l'invitation que je lance, elle est, à mon avis, elle prend ce sens, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait seulement une adresse au public, il faut aussi qu'il y ait une invite à l'assistance. À partir d'un lieu, à partir du travail d'une compagnie implantée ou d'un ensemble musical qui a une présence sur un territoire, qu'on puisse aussi aller à la rencontre de personnes qu'on ne rencontrerait pas, qu'on ne connaîtrait pas simplement par leur pratique antérieure. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oui. Camille a opiné du chef pour dire que c'était OK. Quelque chose d'intéressant?
Oui, je prends la parole. Je m'appelle Sabrina Sow, à la compagnie Equinoctis, la négresse à cheval. Et en fait, c'est très étonnant d'observer que tout d'un coup, on se rend compte face à la montée de cette distanciation due, entre autres, à la pandémie, mais pas que finalement, tout le monde découvre ou redécouvre la rue. Et justement, cette plateforme extraordinaire qui fait que l'acte artistique vient au cœur de la cité ou au plus proche du spectateur, au hasard des rues, plutôt que simplement selon un choix. Alors évidemment, la rue s'est structurée, donc on ne fait plus ou on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut dans la rue à n'importe quel moment avec n'importe quel médium. Mais en tout cas, c'est à mon sens, mais c'est que à mon sens à moi, un des moyens de résistance par rapport à ce tout écran. C'est justement de se mettre dans le passage des gens, quand ils ont encore le droit de passer, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas, avec une proposition artistique. Voilà, ce n'était pas une question, c'était une remarque. Je ne sais pas si c'était intelligent, mais bon, comme ça j'ai pu parler dans le micro. En tout cas, c'est une remarque qui me fait plaisir, parce que j'ai pendant 5 ans été président de Hors les Murs, avant que ça ne soit absorbé par Arsena. C'était le centre de ressources pour les arts de la rue et les arts du cirque. Et non seulement j'ai été un spectateur assidu, mais aussi un compagnon de route de beaucoup de compagnies qui avaient fait ce choix-là, d'aller dans l'espace public. Mais voilà, ne soyons pas non plus trop laudatifs, parce que on sait bien que dans les années récentes, avec leur reconnaissance, la légitimité, les subventions qu'ils ont obtenues, les arts de la rue se sont un petit peu assagis quelquefois, et surtout rentrés dans des cadres. Alors, je ne parle pas de ceux un peu inquiétants des lois comme sécurité globale qui tentent à faire de l'incursion dans l'espace public le sujet d'une autorisation préalable systématique de la part d'une préfecture. Non, non, je parle des cadres voulus par la profession et imposés par le marché des spectacles, c'est-à-dire, par exemple, le festival. Et dans les festivals, même Chalon, que vous connaissez bien, Chalon dans la rue, où vos amis et concurrents, mais ce sont un petit peu parfois les mêmes, de Aurillac, beaucoup de spectacles en espace public, en plein air, font quand même l'objet d'une billetterie, sont dans des cours fermés ou dans des espaces délimités. Voilà. Donc on retrouve là à peu près le principe de la jauge, voilà, pas nécessairement la billetterie, parce que les municipalités continuent d'acheter des spectacles et donc de les offrir à tous ceux qui voudront bien les voir. Mais quand on fait des études de public, comme ça a été réalisé entre plusieurs festivals européens, on se rend compte que les spectateurs assidus aux spectacles de rue ont un profil assez similaire à celui du théâtre, de la danse ou des arts du cirque sous chapiteau. C'est-à-dire globalement que les personnes instruites, ils sont surreprésentés par rapport aux autres. Alors les tranches d'âge ne sont pas exactement les mêmes. Il y a plus de socialisation intergénérationnelle. Donc tout ça sont des facteurs très positifs, mais même dans les espaces publics, même dans les arts de la rue, l'invite à l'assistance, ça demande un travail, ça demande une détermination et je pense un accompagnement de la part de médiateurs et pas simplement de programmateurs. Merci Emmanuel. De ton côté, si tu as quelqu'un, tu te bouges 1, 3, 4, oui. Il y en a un qui se bouge là. En bas, ici. En bas, oui. Alors, en allant vers vous, j'y vais ce coup-ci, là, c'est long 5. Là, je voulais dire bonjour Emmanuel, Jérôme Thomas. Emmanuel, je voulais juste dire que quand j'étais gamin, j'avais 20 ans, j'ai mes camarades, mes consoeurs et confrères de la musique, de la danse, m'exprimaient l'idée que le spectacle vivant
était essentiellement l'idée que ce n'était pas enregistré. C'est-à-dire, on faisait du spectacle vivant quand on n'était pas pris en photo et quand on n'était pas pris en image. Et ça m'a toujours traversé, cette question de filmer, d'enregistrer, en fait, l'enregistrement de quelque chose de vivant qui ne devient donc, en conséquence, plus vivant par le fait de l'enregistrement. Et cette notion-là, moi, je ne l'ai toujours pas perdue. T'en penses quoi ? Bien, c'est un petit peu ce que je vis en ce moment, Jérôme, puisque j'avais l'habitude dans mes cours, mes amphis, mes conférences, de lancer une parole libre sans crainte de l'avoir un jour resservie sur les réseaux sociaux ou imprimée quelque part. Et comme aujourd'hui, je l'imagine, la plupart de nos propos en visioconférence maintenant sont enregistrés. On ne sait pas très bien ce que ça devient après. Quand même, je dirais que même si tes spectacles sont enregistrés, c'est le souvenir que le spectateur en a qui reste vivant. C'est-à-dire que si moi je vais revoir, et ça m'arrive de temps en temps, je te l'avoue, sur des plateformes ou dans la banque de ressources d'Arsena, certains de tes spectacles de jonglerie, il n'empêche que ces images peuvent prendre place dans mes analyses, peuvent m'aider à fixer la mémoire, mais elles n'ont pas une imprégnation aussi forte que celle du vécu. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais avoir un propos qui ne soit pas excluant par rapport à la captation, mais qui soit optimiste par rapport à tout ce qui l'excède. C'est-à-dire qu'on garde confiance dans le fait que même si les micros sont ouverts et les caméras en fonction, de toute façon, ces outils, ces instruments vont manquer plus de la moitié des interactions possibles et que ce qui va se passer leur échappera. Allez-y. Oui, bonjour, Manuel Lutz. Je suis metteur en scène de théâtre, donc je vais peut-être parler que pour le théâtre et je m'en excuse si c'est le cas. Vous avez dit plusieurs choses, notamment quelque chose qui m'intéresse beaucoup sur l'atomisation des publics et le fait qu'on demande aux artistes d'aller un petit peu partout. Donc je voulais d'abord savoir, parce que ça fait déjà un moment qu'on nous demande ça, je voulais savoir s'il y avait un recul sur les chiffres, c'est-à-dire que est-ce que cette multiplication des artistes un petit peu partout multiplie le nombre de spectateurs et donc du coup de consommateurs entre guillemets de spectacles vivants. Est-ce que en gros on a réussi avec les fameuses années de Jack Lang et ce financement, j'allais dire presque sans fond d'argent, à élargir le public? Parce que maintenant on nous demande autre chose, il y a un peu moins d'argent, mais on nous demande d'aller un petit peu partout pour élargir le public. Donc est-ce que le public, maintenant, on a un peu de recul sur les chiffres. Est-ce qu'il a véritablement augmenté? Parce que moi, il y a quelque chose un petit peu qui me chiffonne dans l'aspect non essentiel, quand on nous a appelés non essentiels, c'est que je me suis demandé à un moment donné, alors j'espère que je vais fâcher personne, parce que c'est peut-être que je suis déjà fâchée moi, si nous-mêmes, on ne s'était pas rendus non essentiels. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de changement de procédure, qu'il faudrait changer sans arrêt ce que l'on fait, mais qu'on ne se pose pas beaucoup la question qu'il aurait fallu changer ce que l'on est. Bon, ce que vous êtes, Manuel, vous personnellement, mais plutôt plus globalement avec vos collègues et camarades, je pense que vous le changez sans cesse. Et si vous vous adressez à des spectateurs, c'est parce que vous estimez que leur identité n'est pas non plus figée ni assignée et que la culture, c'est justement cette opération, cet ensemble d'actions qui consiste à se transformer soi-même au contact des autres et de leur représentation. Donc, ce n'est pas juste une réponse rhétorique. Je pense que cette conscience que vous avez de cette transformation perpétuelle, de votre champ d'horizon, de votre vision du monde, elle joue aussi sur les outils, sur les modes de production. Mais pour répondre à la première question que vous posez, c'est une histoire déjà ancienne. Hein. Dès 1988-89,
On raconte ça d'ailleurs avec Laurent Martin et Vincent Martini et tous les autres auteurs que l'on a convoqués dans cet ouvrage sur les années Lang. Le ministère de la Culture et son titulaire de l'époque, Jacques Lang, étaient assez gênés, voire offensés de ce que leur propre service des études et de la recherche publie des chiffres montrant que la démocratisation culturelle n'avait guère progressé. C'est-à-dire qu'on était toujours à peu près, pour le théâtre dont vous parlez, à l'étiage de 16 ou 17% de Français, puisque l'enquête de l'INSEE met cette catégorie en avant, âgés de 15 ans et plus, qui se rendaient pour voir un spectacle de théâtre professionnel au moins une fois dans l'année. Bon. Alors, tous les efforts qui ont été consentis avant 88 et après 88, et encore depuis, avec la multiplication des théâtres aussi, parce que depuis ces années Lang, entre guillemets, l'implantation, par exemple, des scènes conventionnées sur le territoire a été assez remarquable, la multiplication du nombre de compagnies aussi. Tout ça n'a pas manqué d'avoir des effets. Donc, globalement, le volume de spectateurs a augmenté, de même que l'offre de spectacles. Mais il y a d'autres facteurs qui sont plus inquiétants et qui compensent ça. D'abord, vous le savez très bien, et je crains que beaucoup parmi vous le vivent dans leur chair, la limitation du nombre de représentations pour chaque spectacle. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, Xavier Dupuis est encore plus spécialiste que moi et qu'il a sans doute évoqué ce décalage entre l'offre et la demande de spectacles, de création nouvelle sur un marché des spectacles. Mais ce qu'on a observé statistiquement et sociologiquement en analysant les publics, c'est que certes, en volume, c'est supérieur, mais en proportion, ça relève plutôt d'une intensification de la fréquentation et des sorties, on pourrait dire des consommations culturelles, des catégories de population qui ont le plus de disposition à profiter de l'offre publique, c'est-à-dire globalement, pas tant les personnes les plus fortunées que les personnes les plus instruites. Et donc, des spectateurs qui allaient 3 fois au théâtre dans l'année, ils vont 5 fois ou 6 fois. D'autres qui n'y allaient jamais n'y vont toujours pas. La grande différence, c'est que désormais, on peut inclure dans les statistiques, et ça les fait monter, les publics scolaires, dont je me refuse à dire que ce sont des publics captifs. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir des adolescents bouger dans une salle pour comprendre qu'ils ne sont pas si captifs que ça. Et là, c'est vrai que ça relève de la prescription. On vient au spectacle parce qu'il y a un projet d'éducation artistique avec le collège ou le lycée. On vient accompagner, préparer, et c'est souvent une très, très belle expérience. Ce n'est pas forcément une expérience qui aura des lendemains quand le jeune va changer de cycle scolaire ou sortir des établissements scolaires. C'est pour ça qu'il faut travailler obstinément à la fois la question de la petite enfance. J'en discutais hier même, avant-hier même à Grenoble avec la psychiatre Sophie Marinopoulos, excusez-moi, psychanalyste et psychologue, Sophie Marinopoulos, qui a écrit un très important rapport en 2019 sur l'éveil culturel des tout-petits et sur l'adolescence, parce que ce sont les deux, c'est l'entrée, mais ça peut être aussi la sortie. L'entrée pour les très jeunes, qu'on oublie souvent de considérer, parce qu'avant 6 ans, on ne voit pas au-dessus du fauteuil de devant, et donc on n'est pas considéré comme vraiment déjà comme un jeune spectateur. Et ça peut être le point de sortie, parce qu'après l'adolescence, surtout chez les garçons, les rythmes de socialisation écartent des lieux culturels légitimes. Donc, il renvoie à la rue ou il renvoie à la chambre, connectée sur les réseaux sociaux. Mais il faut vraiment travailler ça avec beaucoup, beaucoup d'attention, parce qu'il y a là quand même la promesse de public élargi, socialement et numériquement, et en termes d'âge, mais à condition que cet effort d'éducation artistique ne soit pas ponctuel, qu'il ne soit pas expérimental, qu'il soit systématique. Donc la généralisation, oui,
mais avec toujours une intensité de l'expérience, de la pratique dans le milieu scolaire et périscolaire, voire extrascolaire, avec des volontaires, et surtout avec des moyens pour le faire, c'est-à-dire payer les artistes et permettre la rencontre en amont entre l'artiste, l'enseignant et le médiateur ou la médiatrice. Oui, super ambiance avec Manu Wallon ici cet après-midi à l'Espace des Arts. Ah, c'est la voisine d'à côté sur le grand débat sur la frustration de l'acteur et du spectateur. Allez-y. J'ai pas le droit de... Il faut nettoyer. Ouais. Bon, je vais parler loin du micro alors pour respecter les gestes sanitaires. Moi, j'ai l'impression qu'il se pose des questions. Enfin, merci beaucoup pour votre intervention qui est voilà, qui remue pas mal. J'ai l'impression. Et pour moi, il y a la question du merci Pardon, du temps. C'est-à-dire que si on fait le lien avec ce qu'a dit Xavier Dupuis tout à l'heure, où il nous parlait donc des ressources propres, du fait qu'il faut que les lieux et les artistes puissent quand même pouvoir dégager des revenus et des ressources également pour pouvoir continuer à toucher les subventions grâce à cause des cahiers des charges et des évaluations, se pose pour moi la question du temps et du temps long. C'est-à-dire que quand on parle de réouvrir les lieux, pour que les gens puissent s'en venir, découvrir, prendre le temps, bah, c'est souvent des initiatives que nous, on voudrait plus efficaces. Il y a vraiment l'idée de l'efficacité et comment on peut laisser aujourd'hui, peut-être que ça fera aussi partie des choses auxquelles on va réfléchir aujourd'hui et demain, mais comment on peut laisser la possibilité aux gens de venir, mais pour ce que vous disiez, pour flâner, pour découvrir, peut-être pour venir, pour repartir. Et vraiment, pour moi, se pose vraiment cette question de l'efficacité et de la responsabilité à la proposition nouvelle. C'est-à-dire qu'on demande aux artistes, effectivement, de faire des choses innovantes, de se déployer, mais je pense que pour beaucoup ont de très belles idées, de très bonnes idées, mais qui prend la décision que ces idées-là vont pouvoir éclore et se disperser sur le territoire? La responsabilité du choix, la responsabilité de la prise de risque, dont on parle beaucoup, et c'est des discussions qu'on a avec les programmateurs, qu'on a avec les tutelles. Mais voilà, enfin, nous avons tous quelques éléments de réponse, je pense, mais voilà, pouvoir vraiment discuter, parce qu'on parle de la co-construction, on parle de tout ça, mais comment aujourd'hui on arrive à le mettre en place. Et la dernière chose, c'est qu'on parle de médiation, on parle du fait d'aller voir les gens. Moi, j'aime par provocation parler du fait que nous allons dispenser la bonne parole, mais quand est-ce qu'aussi, nous, en tant que milieu culturel et spectacle vivant, on se pose et on met en relation avec les gens, mais quand est-ce que nous nous intéressons à eux et à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils demandent, et voilà, où est l'aller-retour en fait? Et j'ai peut-être l'impression que c'est maintenant qu'il faudrait le développer et prendre cette conscience-là, qu'on a subi beaucoup le fait que la culture était hors sol, le spectacle vivant beaucoup, et je pense qu'on en pâtit énormément. Et comment on fait pour remettre en place comment on fait pour rééquilibrer ce rapport? Et pour moi, il est à rééquilibrer avec les politiques, avec les acteurs culturels et avec la population, les spectateurs. Ouais, ça fait un grand chantier, mais je pense que vous l'avez ouvert avec cette rencontre et j'ai eu le plaisir de voir que dans plusieurs régions, il y avait des initiatives qui allaient dans le même sens et je pense que ce n'est pas tout à fait fini. Il y a d'ailleurs des régions, je pense au Pays de la Loire, où c'est sur un très long temps de réflexion collective avec des allers-retours entre les professionnels du monde du spectacle, mais aussi d'autres secteurs et les élus, qu'on est rentré dans des démarches de co-construction de politiques publiques qui tiennent un peu compte de tous ces éléments. Mais j'aurais tendance à dire que par rapport à votre attente, la réponse se situe presque à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut penser les cahiers des charges des établissements de façon à ce qu'on n'aligne pas simplement
un ensemble d'actions comme un catalogue de preuves d'amour au territoire, envers le territoire, mais pour travailler davantage les relations, les intersections entre tout ce qui relève de la création, de la production et tout ce qui relève de l'action culturelle, de la médiation et de l'éducation artistique. C'est-à-dire voir, en d'autres termes, des projets de création qui aient davantage de prolongement sur le territoire et dans les différents lieux de l'action culturelle, mais aussi, si possible, des projets d'action culturelle ou d'éducation artistique qui soient davantage innervés par la création, qui soient portés par une nécessité, par une conscience des enjeux esthétiques et parfois politiques dont les artistes sont à la fois les porteurs et les vecteurs. Ça relève aussi de la manière dont on partage le temps et les espaces de travail dans un lieu. Alors, une des bonnes choses, rares bonnes choses de cette pandémie, c'est que beaucoup d'établissements de spectacles, des scènes nationales conventionnées, des centres dramatiques, des centres chorégraphiques, ne pouvant pas recevoir le public, ont donné plus de place et plus de temps encore aux compagnies en résidence et en production. Mais on pourrait vraiment sortir de cette période en cherchant à ce que les habitudes changent en la matière, que ça devienne une évidence qu'un lieu de spectacle, ce n'est pas un lieu de passage, c'est un lieu de vie pour les spectateurs et aussi pour les compagnies. Alors, évidemment, c'est perturbant, ça change les horaires de travail des uns et des autres, ça induit des rapports un peu différents entre la partie technique, la partie administrative et la partie artistique. Mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde perçoit quand il y a une ruche. Enfin, j'avais tout à l'heure déjà une métaphore apicole. Je prépare ma reconversion décidément. Mais quand on sent que entre et sort d'un bâtiment, non seulement des personnes qui ont des métiers, des missions différentes, mais des propositions, des idées différentes. Et puis, ces fameux partenariats sur le territoire entre un établissement culturel et des établissements scolaires, entre une compagnie et un centre social, ben, il ne s'agit pas d'intervertir les positions. Les artistes n'ont pas à se transformer en travailleurs sociaux, ni même en éducateurs de rue ou en professeurs des écoles, mais en revanche, mieux se connaître de part et d'autre, avoir le temps de penser les évaluations des actions ensemble pour être sûr qu'elles mettent le qualitatif avant le quantitatif. Penser ensemble des réponses pour déjouer cette terrible logique des appels d'offres, des appels à projets, qu'on connaît aussi dans le monde de la recherche et de l'université, qui veulent qu'on monte des dossiers plutôt que de véritables projets. C'est-à-dire qu'on voit une opportunité d'obtenir une petite rallonge budgétaire, et donc on se précipite à répondre en rentrant dans les cases formatées, souvent d'ailleurs pleines de mots de la novlangue de notre chère technostructure, afin d'obtenir voilà, des moyens de travailler. Non, penser la pérennité, penser ces échanges dans la durée, sans être toujours dans la course à la date limite à laquelle on doit renvoyer le dossier. Voilà. Tout ça, ça demande vraiment un travail non seulement au sein des professions, mais avec les pouvoirs publics. Si les compagnies et les lieux artistiques sont à l'initiative, sont demandeurs en disant reparlons des conventions, reparlons des cahiers des charges, écrivons-les ensemble pour accomplir davantage notre vocation à essaimer sur le territoire, mais sans abandonner ce qui fait la richesse de notre proposition, c'est-à-dire notre être, notre vision artistique, notre singularité. Ça peut peut-être avoir quelques résultats, ça peut bouger quelques lignes. Merci Emmanuel Vallon. Je pense qu'on va en rester sur cette note positive. En tout cas, voilà une piste à laquelle on aspire tous. Un grand merci pour votre intervention. On va vous libérer. Encore bravo.
Merci pour votre accueil. Au revoir. Merci.